Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode numéro 54 de la saison 2. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi, bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation, dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré et postnatal. Et puis surtout, je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Je m'appelle Ella. Bienvenue de la matrescence. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles. J'ai lancé mon site web, n'hésitez pas à y faire un tour pour trouver des épisodes que vous n'avez pas encore écoutés, tout y est, www.clementinesarlat.com. Fatimata Diagana est médecin de PMI, un rôle particulier qui implique au-delà de la médecine et qui demande de vraies compétences humaines. Dans sa pratique, Fatimata soigne autant les bébés que les mamans. Mais est-on vraiment préparé à un si large panel en études de médecine ? A-t-on la capacité de détecter réellement les problématiques liées, par exemple, à la violence conjugale ? Eh bien, pas vraiment. Et Fatimata en a totalement conscience. Alors, elle se forme de son côté et ajoute à sa palette de médecins plein d'autres atouts. Avec Fatimata, on a aussi discuté de sa propre expérience de mère qui a transformé sa pratique de médecin. On a longuement évoqué le fait d'être une femme noire dans un milieu fermé et les récents événements contre le racisme qui prennent place depuis quelques semaines. Je vous souhaite une très bonne écoute et merci encore à Fatimata pour sa confiance. Bonjour docteur Fatimata Diagana, je suis obligée de dire le docteur, je sais que tu m'as dit non, moi je suis beaucoup plus cool que ça, mais quand même t'es docteur, donc tu as le droit d'avoir ce petit DR devant. DRE même je dirais. DRE, oh t'as raison, t'as clairement raison. Ouais. Merci déjà d'avoir accepté mon invitation et de venir parler à mon micro. Alors tu es maman, oui. Et tu es médecin. Et donc je pose cette question à chaque fois. Est-ce que quand ton fils est arrivé dans ta vie, tu as eu la sensation de devenir quelqu'un d'autre ou en tout cas voilà, d'avoir une autre perspective sur la vie ? Complètement. Mais alors vraiment ça a été le tourbillon. Le tourbillon, je suis quelqu'un d'autre aujourd'hui. Ça fait 17 mois que mon fils est né et il y avait une Fatimata avant et il y a la nouvelle Fatimata entière. Et en quoi tu trouves que tu as changé ? Je crois que je pourrais même pas lister tout ce qui a changé depuis sa naissance, tellement, tout a été... toute ma vision des choses, ma façon de réfléchir, ma façon d'être... tout a été modifié par l'arrivée de mon fils. Et est-ce que tu t'y attendais ? T'étais prête ou pas à ça ? Je pensais pas que j'allais être changée autant. Je pensais pas. Je me disais oui, je vais être maman. Oui, je sais que je m'attendais à un changement, mais je pensais pas que ça allait être aussi énorme. Bon, ça me rassure de voir que même les médecins, vous n'êtes pas préparés à ça. Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu as voulu devenir médecin ? Ça te vient d'où ? Ça remonte à quand ? Et comment ça s'est passé quand tu as décidé de faire médecine ? J'ai toujours voulu faire médecine. D'aussi loin que je remonte, j'ai toujours voulu être médecin. Et mon père me racontait à l'époque que quand il avait inscrit sur mon dossier d'inscription à la maternelle que j'avais déjà dit que je voulais être docteur. Donc j'avais 2 ans et demi, je suis rentrée à l'école à 2 ans et demi, et je disais déjà que je voulais être docteur.
Donc pour moi, en fait, c'était le but. J'allais à l'école, je passais les différentes classes pour devenir médecin à la fin. Il y avait Ah ouais, pas ouais, non, ça. je me voyais pas faire autre chose. Il y a des moments où je disais peut-être, je voulais être hôtesse de l'air parce que quand j'allais à l'aéroport, je les voyais avec leurs talons et tout et leurs petits foulards autour du cou. Je trouvais ça trop beau et je m'étais dit un peu hôtesse de l'air, mais enfin, j'étais vite, après je repartais vite sur le fait que je voulais être médecin et je me voyais pas faire autre chose. Est-ce que ça a été difficile d'arriver à faire médecine? Je dis ça parce que franchement, j'ai l'impression que tu vois, l'inconscient collectif, la première année de médecine, c'est l'enfer, c'est la Oui. torture. Oui, mais c'est l'inconscient collectif parce qu'en fait, il y a pas que la première année qui est super dure. La première année est super dure. En fait, du coup, on nous prépare pas à la 6e année où il y a un concours encore, qui est, je pense, ouais, j'ai trouvé plus difficile encore que le premier. Où, en fait, en fonction de ce concours, donc cet examen, classant national, et ben, tu choisis la spécialité et la ville où tu vas apprendre cette spécialité. Donc en fait, tu joues ta vie, grosso modo. Ah, c'est Ouais. déterminé à la sixième Ouais. année? Oui. Donc en fonction de ton classement, voilà, tu choisis en fonction des spécialités qui restent et en fonction des villes qui restent, enfin où tu peux exercer cette spécialité. Donc enfin, si tu es bien classé, tu as le choix entre toutes les spécialités que tu veux, et villes et notamment Paris parce que Paris c'est quand même, surtout enfin, ouais, pour toutes les spécialités, c'est très, très, très prisé et si tu es dans les derniers, il te reste pas grand-chose. L'image, c'était, genre, médecin du travail dans la Creuse, par exemple. Donc voilà. Tu veux dire Enfin, que ça fait pas rêver les étudiants en médecine? ben, non, Moins. pas du tout. Même pas du tout. Mais et du coup, ce concours-là, on t'en parle pas. On te dit: «Ah oui, c'est la première année qui est super difficile», mais ce concours-là qui se profile, en 6e année, que tu prépares depuis la 3e, enfin ouais, 4e, 3e année, on t'en parle, tu découvres après. Faut s'accrocher. Et alors toi, en sixième année, qu'est-ce que tu as pu choisir ou tu as Hem, réussi à choisir? Comment ça s'est passé? Moi, je voulais être, médecin généraliste. Enfin, quand j'ai fait médecine, je voulais être pédiatre parce que j'aime beaucoup les enfants. Et je m'étais dit que j'allais être pédiatre et en fait, pendant ma 5e année, j'ai fait un stage en pédiatrie et en fait, les enfants malades, vraiment, c'était trop dur pour moi. Hmm. Je pleurais tout le temps en séance de stage alors que je suis passée en oncologie, je suis passée en hémato, enfin, j'avais jamais autant pleuré qu'en pédiatrie. C'était trop dur pour moi. Donc je me suis dit: «Oui, non, je serai peut-être pas pédiatre». Et donc je me suis un peu renseignée, j'ai vu qu'en médecine générale, on pouvait s'occuper des enfants et surtout des enfants qui allaient bien. Donc je me suis dit que j'allais être médecin généraliste. En plus, je pouvais suivre toute la famille, au complet donc j'étais complètement enthousiaste, d'être médecin généraliste. Et du coup, pour le concours d'être médecin généraliste, il y a pas besoin, d'être dans les, 1000 premiers, enfin il y a pas besoin d'avoir un classement, très, très enfin, un très bon classement. Tu peux avoir médecine générale, même, enfin, même dans les derniers classés, tu peux avoir médecine générale et moi cette idée de concours, en fait, ça me saoulait parce que j'estimais qu'apprendre la médecine, c'était pas parce qu'en fait, c'est un concours où tu as, plein de mots clés à apprendre, enfin à l'époque, c'était comme ça. Maintenant, c'est des QCM, mais avant, tu répondais à des questions et en fait, tu étais noté, surtout si, le correcteur trouvait les mots-clés dans tes réponses et vraiment, en fait, moi, c'était pas comme ça que je concevais la médecine et si j'étais sûre, d'avoir, médecine G, Paris sans répondre aux questions, enfin, je pense que j'aurais rien répondu, au concours. Mais vu que j'avais un peu peur de pas avoir médecine G Paris, j'ai quand même répondu aux questions. Mais bon, je l'ai eu. Et donc, une fois que tu as ta sixième année, à partir de quand tu deviens médecin généraliste? Donc tu finis ta 6e année, tu passes le concours. En fonction de ça, tu as, ta spécialité et ta ville, d'exercice et en fonction de la spécialité, donc tu as un nombre d'années, d'internat à faire. Pour la médecine générale, tu as 3 ans d'internat
Et à l'issue des 3 ans d'internat, tu soutiens ta thèse de docteur en médecine, ta thèse d'exercice, et tu as aussi un mémoire de fin d'études, parce que c'est un diplôme d'études spécialisées. Toutes les spécialités en médecine sont des spécialités. Donc même la médecine générale est une spécialité. Tu es spécialiste en médecine générale. Et donc à l'issue des 3 ans, tu deviens médecin généraliste. D'accord. Oui, donc ça se mérite, ça on le sait. C'est ça. Non, mais c'est bien que depuis que tu as 2 ans et demi, tu saches que tu voulais faire ça, parce que c'est ça. vu le nombre d'années. Alors, tu es médecin généraliste, mais tu es aussi médecin de crèche et médecin de PMI. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est concrètement le rôle de médecin en PMI ? Déjà, on peut parler de la PMI. Donc la PMI, c'est la protection maternelle et infantile. C'est un service qui est départemental. Avant, c'était national, mais depuis la loi de décentralisation de 83, c'est sous l'autorité du conseil départemental. Donc c'est en fait un service qui s'occupe de la protection sanitaire de la mère et de l'enfant. Et même plus généralement de la femme, pas que de la mère, de la femme et de l'enfant. Et en fait, c'est organisé donc en consultation. C'est des consultations de protection infantile, donc autour des enfants, et des consultations de planification pour les femmes, que ce soit pour le suivi de grossesse ou de planification des grossesses, donc de contraception, d'IVG, voilà. Et tu as aussi beaucoup d'actions de prévention, notamment de prévention médicale et de prévention sociale. En fait, c'est notamment pour les enfants de 0 à 6 ans. Voilà, on s'arrête à 6 ans. Est-ce que tu as la sensation que ton rôle en tant que médecin de PMI, c'est bien plus large que juste faire de la médecine et donc de juste soigner les gens ? Oui, complètement, parce que tu dois les voir, les enfants, tu les vois vraiment de façon globale et pas que sur le point développement psychomoteur, est-ce qu'ils ont bien grandi, bien pris du poids, tu vois vraiment dans la globalité, même dans la sphère familiale, comment ils évoluent, comment évolue la sphère familiale, quelles sont les difficultés rencontrées par les parents, quel est l'environnement social de ces enfants. Donc oui, c'est plus qu'un suivi médical. Et les personnes qui viennent te voir en PMI, c'est qu'on les a adressées à la PMI ? Est-ce qu'on vient naturellement à la PMI ? Comment est-ce que ça se déroule pour les familles ? Alors, déjà quand tu accouches à la maternité, on te propose de faire des pesées dans les premiers jours de vie du bébé, de venir faire des pesées à la PMI. Ça, c'est ce qui est préconisé dans toutes les maternités. Après, en fait, ce qui se passe, c'est que la PMI, comme je disais au début, c'est un service départemental. Donc c'est sous l'autorité du département. Et en fait, en fonction des départements, tu as des volontés politiques de comment dire, de mettre le paquet sur la protection maternelle et infantile ou pas. Parce que j'ai travaillé dans plusieurs départements et tu as par exemple des services de PMI où tu as des puéricultrices qui se déplacent en maternité pour déjà prendre contact avec les mamans avant que les mamans viennent en PMI. Pour déjà faire un pas. Tu as d'autres départements où non, c'est pas du tout comme ça, où les gens doivent se déplacer directement en PMI pour pouvoir prendre contact avec la PMI. Tu as des PMI qui sont pas ouverts tout le temps. Voilà, les volontés départementales font que en fait le contact avec la PMI en fonction des départements est vraiment très 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 différent. Donc c'est-à-dire que toi tu peux accueillir des nourrissons qui ont 1 semaine au final, quand on fait la première visite, c'est ça? Oui. Moi médicalement je vais pas forcément voir tous les enfants à 1 semaine parce que j'ai pas assez de temps de consultation pour voir tous les bébés d'1 semaine. Si je dois voir un bébé à 1 semaine, c'est qu'il y a un problème ou que la puéricultrice trouve qu'il y a un problème. Mais à 1 semaine, ils sont au moins vus par une puéricultrice. De la PMI, d'accord. C'est ça.
Et donc, j'imagine que tu fais t'es un vrai médecin de famille, finalement, même si c'est dans le cadre de la PMI. Oui. Tu suis les familles de A à Z. On vient de sortir du confinement. Mm. Il y a eu cette pause d'un peu plus de 2 mois. Ouais. Est-ce que tu as senti que c'était problématique dans le suivi que tu fais, Ouais. que ça a impacté les familles que tu as? Donc, c'est à Aubervilliers, c'est ça que tu es? Oui, oui, je suis à Aubervilliers. Oui, ben oui, enfin, le confinement a eu des impacts. Euh, je pense qu'il y a eu des impacts positifs, mais pour l'instant, moi, je vois beaucoup, beaucoup d'impacts négatifs à ce confinement, et notamment, oui, dans le suivi de nos familles en général, et dans les familles en difficulté. Enfin, ben, on a galéré. On a galéré, on pouvait pas forcément les voir. Euh, Nous, à Aubervilliers, il y a 6 centres de PMI sur la ville. Du coup, on a pu fonctionner que sur un seul centre, Hmm. où on a regroupé toutes les consultations. Ben, du coup, forcément, tu peux pas faire autant de consultations que tu fais dans 6 centres en même temps. Donc, on s'est beaucoup, on s'est focalisé sur les vaccinations. Donc, on est à peu près à jour sur les vaccinations des enfants. Mais oui, ça a été au détriment du reste, au Parce- détriment de l'accompagnement des familles en difficulté, au détriment des visites à domicile. Enfin, c'était pas facile. Parce que en préparant l'interview, je lisais un article que tu as donné pour un site pour Aubervilliers où tu expliquais que bah, tu suis aussi des familles où il y a des femmes battues C'est ça. et que bah, là, tu les voyais plus Non, et que non, et c'est un on vrai n'avait pas problème. dormi. Mm. Ouais, on n'avait pas dormi. Quand je pensais à toutes ces femmes qui étaient en difficulté, euh, les choses qu'on a pu mettre en place pour voir ces femmes, c'était de proposer des consultations, même s'il n'y avait pas de vaccination, même s'il n'y avait pas on prenait le, 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 le prétexte Mm. d'une pesée du bébé, pour que la femme, elle puisse sortir de chez elle, et qu'on puisse la voir. Après, il y a un des points positifs, c'est on a réussi quand même à mettre plusieurs femmes en sécurité, des femmes qui étaient victimes de violences, et le confinement, en fait, a cristallisé les choses. Mm. Enfin, du coup, elles se sont dit que là, il fallait qu'elles sortent de ça, et du coup, on a pu en aider quand même plusieurs, et on a pu en sortir plusieurs de chez elles. Mais il y en avait plein d'autres qui ont vécu les violences, et qui sont malheureusement restées chez elles. Est-ce que toi, dans ta formation en tant que médecin, vous avez quelques notions par rapport à ça, sur comment on détecte, comment on interagit avec une femme ou des enfants, évidemment, des enfants battus? Non. Non, non. Donc c'est à toi sur le tas Ouais. d'apprendre. Sur le tas, et il y a des formations, mais c'est à titre personnel. Il y a des diplômes maintenant interuniversitaires sur les violences faites aux femmes, sur la détection des violences chez les enfants, mais c'est en formation, en post-formation initiale, c'est après. C'est pas dans le tronc commun, et c'est vraiment toi qui décides ou pas de faire ces formations. Ça m'interpelle parce qu'on sait que la violence conjugale, elle touche toutes les classes sociales, toutes les couches de la population. Donc peu Oui, importe que tu sois à Aubervilliers, à Paris oui, 7e, oui. ou ça devrait faire partie Ou à peut-être Monaco. Ah ou oui, oui. oui, voilà, Paris, peu importe ton milieu social, on sait que il n'y a Ah pas de oui, discrimination face à ça. ça. Mais vous, en tant que médecin, vous Non, pouvez dans le ne tronc rien commun. voir en fait. Ah oui. Mm. Si t'es pas sensibilisé, ben tu peux. De toute façon, tout ce que tu ne cherches pas, tu le trouves pas, hein. Donc, si t'es pas sensibilisé aux violences faites aux femmes, dans ta patientèle, tu vas pas trouver de femmes qui soient victimes. Les femmes, enfin, c'est déjà tellement dur de vivre des violences, que il y en a qui vont en parler sans qu'on leur demande, mais si tu montres pas en toi, en tant que soignant, que tu peux être une oreille pour entendre ce genre de choses, les femmes, elles parlent pas forcément. Et les enfants encore moins.
Ouais. Bah, dans ce podcast, j'essaye aussi beaucoup de montrer que malheureusement, et ça n'a rien à voir avec vous les médecins, mais il y a des lacunes dans la formation. Et c'est pour ça que le docteur Catherine Guéguin, elle a créé une formation en neurosciences pour les pédiatres. Bah oui. Est-ce que tu peux confirmer que pendant vos études, par rapport en tout cas à la petite enfance, euh, vous n'êtes pas encore armé Ah pour... non, on n'est pas au point. Hmm. Ah non, non, on n'est pas au point. Non, non. On a le développement normal de l'enfant. Enfin, voilà, du point de vue médical, le poids, la taille, les acquisitions, à peu près à quel âge il doit les avoir. Voilà, on apprend quelques troubles aussi. Puis voilà. Ah, c'est tout. Même alimentation, nutrition, Oui, voilà, sommeil. alimentation rapidement. Franchement, alimentation rapidement. Euh, ouais, rapidement. C'est très, très sommairement. Le sommeil, on va te dire combien d'heures doit dormir un bébé, mais après, enfin, comment l'accompagner dans le sommeil, tout ça, mais pas du tout. Pas du tout. Puis voilà, ouais, voilà. Puis débrouille-toi, quoi. Et les vaccins, comment vacciner, enfin, quels sont les vaccins obligatoires, tout ça. Globalement, ouais, c'est ça. Mais tu te rends compte enfin, ça suffit pas du tout. Oh, ben c'est ça. Est-ce que toi, Parce que depuis que c'est tu as pas été les diplômée, questions. t'as fait des formations ou t'as cherché des réponses autrement? Ben, j'ai cherché des réponses autrement, j'ai beaucoup lu, je fais des formations que je finance moi-même. Enfin, voilà, oui. Ah oui, oui. Enfin, de toute façon, de base, la médecine, tu sais que tout ce que tu apprends au bout de 5 ans, c'est désuet. Ah ouais? Ouais. Ah, tu Moi, me ce fais que j'ai peur. appris, mais si, mais moi, ce que j'ai appris au tout début de mes études, bah, je l'utilise plus maintenant parce que c'est complètement passé. Il y a plein, plein de choses qui sont complètement passées. Donc, enfin, pour, euh, pour rester un médecin compétent, en fait, tu dois te former en permanence. En permanence. Tu peux pas rester sur tes acquis. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Il y a toujours des nouvelles choses, des nouvelles perspectives, des nouvelles façons de voir, des nouveaux traitements. Euh, t'es obligé de rester informé, t'es obligé de te former. Enfin, tu peux pas rester sur ce que t'as appris à la base. Et moi, enfin, je suis sortie de l'internat, j'avais des choses, enfin, que je connaissais. Et même 6 mois après, par exemple, notamment, je peux te donner le diabète. Mon dernier stage d'interne, j'étais dans un service de diabétologie. Donc j'étais toute contente, je savais comment il fallait prendre en charge, quels étaient les médicaments et tout ça. Et ben 6 mois après, en fait, c'était complètement désuet tout ce que j'avais appris. Et alors, est-ce que la première fois que tu t'es retrouvée face à un enfant et que tu t'es dit, mais en fait, je n'ai pas du tout les connaissances, Mmh. ça t'a fait peur ou Ah tu avais déjà bah, commencé à te renseigner avant? ben, je m'étais renseignée, mais oui, il y a des questions des parents en fait auxquelles tu sais pas répondre, Hmm. et tu fais comme tu peux. Et tu fais comme tu peux. Et clairement, je suis pas du tout la même médecin que au début de mes études. Et j'ai pas du tout les mêmes réponses enfin, je donne pas les mêmes réponses que je donnais à la fin de mon internat, que je donne aujourd'hui aux parents. Hmm. Alors que c'est la même question. Et alors, justement, est-ce que le fait d'être devenue maman, ça fait, donc tu l'as dit, 17 mois, ça a eu un vrai impact aussi sur ta façon de pratiquer la médecine? Oui, ouais, complètement, complètement. Complètement. Je te disais tout à l'heure, il y a des choses que tu perçois un peu plus, que tu comprends un peu plus dans ce que les patients, les parents viennent te poser comme question. C'était drôle, moi, par exemple, les parents qui venaient, notamment en médecine générale, me voir quand leur enfant avait de la fièvre. Pendant très longtemps, je comprenais pas pourquoi il venait me voir parce qu'il avait de la fièvre depuis 10 minutes. J'exagère, hein, mais je le voyais dans l'après-midi, il venait d'avoir de la fièvre depuis le matin. Enfin, à part, leur proposer les mesures physiques, donner du Doliprane, enfin, je voyais pas ce qu'ils attendaient de moi. Mais,
je me rends compte, enfin, maintenant que je suis maman, que ben, en fait, un bébé qui a de la fièvre, ben, la nuit, t'es complètement claqué. Donc, le lendemain matin, en fait, t'es pas frais pour aller travailler. Que c'est tout con, la crèche, en fait, a besoin d'un certificat pour que le bébé puisse revenir à la crèche. Donc, les parents, ils viennent te voir, en fait, pas parce qu'ils ont envie que enfin, pas pour que tu leur dises oui, ben c'est pas grave, la fièvre, ça va passer, mais pour que tu puisses les écouter parce qu'ils ont galéré pendant la nuit, parce qu'en fait ils ont besoin de se reposer le lendemain, parce qu'ils ont besoin de ce papier pour aller à la crèche, et des choses comme ça. Et tout ça, je le percevais pas avant. Je me disais juste bon bah je vais leur faire l'ordonnance, je vais leur faire leur certificat, mais sans vraiment comprendre tout ce qui se jouait derrière en fait. Et même dans certaines questions, c'était pareil. Je me disais, mais ils le savent, pourquoi ils ont besoin de moi pour confirmer? Mais parce que, enfin, dans la parentalité, en fait, tu es tout le temps en train de te poser des questions. Tu es tout le temps en train de te demander si tu fais bien pour ton enfant ou pas, et en fait, enfin, la confirmation par un médecin, ça fait du bien. Donc tu sens vraiment que t'es passé de l'autre côté, quoi. Ouais, ouais, complètement. T'es dans la team parents et C'est ça, tu compatis. c'est ça. Je pense que j'étais déjà compatissante avant, mais là, enfin, encore plus. Et ouais, et même ça a changé mon discours sur plein de choses. Enfin, et, euh, et des fois j'y réfléchis et je repense à certaines choses que j'ai pu dire à des parents et je me dis oh là là, qu'est-ce que j'aimerais bien les voir aujourd'hui et leur dire franchement pardon, Ah, pardon, je vous ai dit des choses pas sympas, enfin j'ai pas été assez empathique, enfin. par rapport à quoi? Au sommeil ou Ouais, l'alimentation, par des choses exemple, comme le ça? sommeil, ouais, je me rends bien compte que, par exemple, le sommeil, ouais, bah, le bébé, il doit dormir seul. Enfin, voilà, j'ai fait partie de ces médecins qui disaient ça, que le bébé, fallait qu'il s'endorme seul, tout ça. Et qu'aujourd'hui, enfin, ben, bah, les parents qui ont besoin que leur enfant dorme seul, ben, enfin, je vais les accompagner là-dedans. Enfin. Mais les parents qui me disent que mon bébé, il n'arrive pas à dormir seul, ben, à ceux-là, je peux leur expliquer que c'est aussi normal que le bébé, il n'arrive pas à s'endormir seul. Alors qu'avant, j'aurais pu lui dire: «Ah bah non, c'est pas normal, bah, il faut continuer à le mettre dans le lit», enfin voilà. Et ça te, en tant que femme et médecin et maman, ça te fait pas enrager de dire que les études de médecine, elles vous préparent pas comme il faut? Ah mais bah, bien sûr, mais complètement. Mais enfin tout il y a tellement de choses qui devraient changer dans nos études, hein. Hmm. Mais enfin, c'est un chantier, un chantier. Et tu sais, on parle, bon, je pense que le Covid, on en a beaucoup parlé, mais le manque peut-être de bienveillance et d'écoute de la part du personnel soignant. Est-ce que toi, tu peux arriver à comprendre d'où est-ce que ça vient? Est-ce que dans vos études, vous avez zéro module sur l'empathie et sur... ou est-ce qu'on vous rabâche ne créez pas de lien avec le patient parce que vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là pour soigner? Comment est-ce que tu analyses ça? Il y a en fait, enfin pareil, les études de médecine, c'est quand même, les facs qui font leur programme. Il y a pas de programme national, il y a pas de enfin, Hmm. il y a un tronc commun pour l'examen national classant là qui est en sixième année où, ben, tu as un certain nombre d'items à connaître, mais pour tout ce qui est avant et tout ce qui est après, donc apprendre la spécialité et tout, c'est vraiment en fonction de la fac où tu es inscrit. Et du coup, ben, voilà, c'est des volontés de fac ou pas. Donc on va pas nous dire: «Non, ne créez pas de lien avec nos patients», enfin ça, non. Mais bah, il y a des facs qui vont vraiment, mettre en place des cours, de psychologie, des groupes de pairs, tout ça, pour justement, pouvoir, armer les futurs médecins, notamment en en communication. Hmm. Pour parler avec le patient, tout ça, pour, réfléchir, ben, à la psychologie avec le patient et puis il y a d'autres facs qui vont pas du tout mettre le paquet là-dessus. Donc du coup, tu vas avoir des disparités.
Et après, c'est aussi en fonction de la sensibilité du médecin. Des médecins, enfin, on reste des êtres humains, hein, donc tu as des médecins qui vont écouter, et puis d'autres médecins qui vont pas écouter, qui sont pas faits pour ça, et voilà. Je trouve que tu résumes bien. Ils sont pas faits pour ça. Il y en a, Ouais, effectivement. Tu as été interviewé dans un chouette podcast qui s'appelle Tant que je serai noire, où tu as parlé de toi personnellement, oui, ton accouchement et ta vision de la maternité en tant que maman, mais aussi en tant que médecin. oui, On sait très bien qu'aux États-Unis, il y a des études sur le fait d'être noire et la mortalité en couche que les femmes noires subissent. En France, il n'y en a pas. non. Est-ce que tu penses que c'est un problème qu'on n'étudie pas ça parce que toi, tu as pu ressentir peut-être que tu as été traitée différemment ou que tu vois Oui, qu'il y a une question de couleur qui rentre en jeu dans la grossesse? complètement. Ouais, je trouve ça dommage qu'on prenne pas en compte cette spécificité, parce qu'en fait, on la prend en compte un peu quand on veut. Dans nos études, on va nous dire qu'il y a des choses qui sont spécifiques aux, aux personnes noires, voilà, ou on va parler de syndrome méditerranéen, ou notamment lors de la grossesse. Mais maintenant, je crois que c'est plus du tout transmis, mais avant on parlait de termes ethniques, et donc notamment que les femmes noires pouvaient pas mener à terme leur grossesse, et que en fait le terme des femmes noires, je crois que c'était 2 semaines avant le terme, c'était 39 semaines du coup au lieu de 41. Les explications sur ce terme ethnique sont un peu floues, et j'avoue que je m'en souviens plus trop, mais je crois qu'il y a une histoire de bassin, il y a une histoire, que je sais pas, que le fœtus il peut pas, en tout cas elles peuvent pas continuer leur grossesse au-delà de 39 semaines, et donc ça a aussi engendré des déclenchements itératifs chez les personnes noires, et ces déclenchements engendrent aussi plus de césariennes en fait chez les femmes noires. Mais on peut pas vraiment le confirmer en France, parce qu'il y a pas on peut pas faire ce genre d'études. C'est interdit. Mais il y a une sage-femme, je sais plus comment elle s'appelle, j'en parle dans Ah, dans c'est... Attends, je vais retrouver parce que je l'avais, j'ai oui, lu oui, son mémoire. oui, et puis c'est aussi dans le livre de Djariatou Kébé, Oui, elle le souligne voilà, et elle s'appuie sur Maman noire et l'étude invisible, voilà, elle s'appuie sur cette étude, que oui, que les femmes noires sont plus césarisées, et c'est vrai que, de j'ai plein de Prissé-Saurin. tantes, voilà, et que j'ai plein de tantes, d'amis de ma mère, qui ont été césarisées, et que quand je regarde les carnets de santé, maintenant, c'est vrai que j'ai beaucoup de femmes noires, en fait, qui sont césarisées. Et toi-même, tu as vécu ça. Moi aussi, j'ai vécu une césarienne. J'ai vécu, ouais, une césarienne l'année dernière. Pas des plus tendres d'ailleurs. Et ça t'a fait Mais, réfléchir à comment est-ce qu'on traite les femmes noires et pas que, j'imagine, les bah femmes ouais. Mais les femmes racisées en général, et même, les femmes en même général. les femmes en général en fait. Déjà les femmes en général, et puis oui, et puis quand t'es une femme non blanche, ça aide encore moins. La grossesse, c'est pas une maladie, l'accouchement, c'est pas une maladie. Ça fait des millions d'années que les femmes, elles savent accoucher. Hmm. Elles savent faire grandir un être en elles, et elles savent accoucher. Donc, la gynéco-obstétrique, ça fait quoi, 100 ans, 150 ans. Ça a vraiment quand même, qu'on soit clair, ça a clairement sauvé des vies de maman, des vies d'enfants, clairement. Mais je crois qu'on arrive à un moment où on peut peut-être repenser nos pratiques, et peut-être revoir ce qu'on fait, parce que je pense que ça fait aussi beaucoup, beaucoup de dégâts. Les femmes, elles ont tellement perdu sur l'enfantement. On passe notre temps à faire peur aux femmes que elles vont pas savoir accoucher, alors que,
c'est inscrit dans notre cerveau. On sait accoucher et qu'on n'a pas besoin de nous l'apprendre, que notre corps, il saura le faire et que, ben, OK, si les médecins veulent être là à ce moment-là, parce que, ben, c'est quand même un truc de dingue, hein, de mettre au monde un être humain, mais peut-être juste d'accompagner et pas d'être tout le temps dans l'intervention, tout le temps dans la gestion, là, le travail avance pas ou le bébé descend pas ou ben, je vais te faire peur, enfin, en multipliant les examens pendant la grossesse, enfin, de toute façon, tout est pathologique. Tout est pathologique et si, enfin, on va dire que l'argent est le nerf de la guerre, quoi. Et toi, tu t'en rends compte en tant que médecin? Mais oui, que tu arrives à rendre pathologiques des choses, en fait, qui sont, complètement, normales. Mmh. Parce qu'on est aussi dans une société où, patienter, c'est compliqué. C'est Qu'il pas faut tout de suite, et que juste prendre le temps, que les choses se passent comme elles doivent se passer, c'est difficile à entendre, c'est ça aussi, en fait. Est-ce que tu penses qu'il faudrait réellement instaurer des vraies stats, des vraies statistiques pour avoir une vision plus large et qu'on puisse mettre sous le nez des médecins, là, il y a un vrai problème. Mais oui, Et que tant qu'on dit on le fait pas parce que ça se fait pas, enfin, je sais pas ce que c'est la bah raison. oui. Bah, parce que, on voit pas les couleurs, parce que on est tous des êtres humains, enfin, non. Non et oui, il faudrait, qu'il y ait des spécificités, enfin, qu'on voit vraiment les spécificités, qu'on accompagne et qu'on soit vraiment dans de l'approche centrée patient et si on veut vraiment accompagner les gens, enfin, tels qu'ils sont, il faut qu'on prenne en compte ces spécificités. Mmh. C'est on peut pas être dans de la moyenne, enfin, voilà, c'est des femmes et point. Enfin, ça ne marche pas. Ben, il y a des femmes noires, il y a des femmes, blanches, il y a et puis, enfin, il y a le racisme. Il y a du racisme médical aussi et faudrait aussi, essayer, d'y mettre un terme. Mais je suis un peu, je suis un peu dubitative là-dessus. Mais comme je te disais, tu sais, enfin les médecins, les études montrent que les médecins ont les mêmes préjugés que la société. Donc on pourrait partir déjà de ce postulat-là. Enfin, si les médecins ont les mêmes préjugés que la société, peut-être qu'on pourrait, déconstruire, tous ces a priori pour que, ben, le médecin puisse, prendre les patients, enfin, ben, sans racisme, sans sexisme, sans classicisme, tout ça. Et peut-être qu'il y aurait moins de disparités du coup. Est-ce que toi, tu l'as ressenti pendant tes études, ce racisme envers toi? En fait, j'étais pas complètement consciente et de toute façon, enfin le racisme, enfin, malheureusement tu l'intègres. Mmh. Enfin quand tu es victime de racisme, ben, tu vis avec, c'est tout le temps, enfin, tout le temps dans tous les domaines de ta vie où tu vis du racisme. Donc oui, j'ai très certainement vécu du racisme, pendant mes études et oui, je peux avoir des exemples, mais je crois qu'une des manières aussi où pour m'en épargner, je crois que j'ai préféré, oublier ce que j'ai pu vivre pendant mes études, mais oui, j'ai vécu du racisme et j'en vis encore, en fait, même en étant médecin. Oui, ça Ça s'arrête change pas rien. avec le Non. titre. Ah non. Ah non. Non, non. Ah non, ta couleur, ben, enfin, tu l'as toujours, enfin, c'est une des premières choses qu'on te met dans la face, en fait. Est-ce que tu as la sensation, enfin, ou est-ce que en tout cas toi, maintenant que tu t'es intéressée à ces questions, notamment sur les césariennes et sur comment on prend en charge la grossesse des femmes noires, est-ce que Oui. quand tu reçois des patientes enceintes, peut-être tu les sensibilises ou tu leur Oui. expliques ou tu leur poses des questions par rapport à ça?
Je pose des questions, mais je dis, enfin, vu que j'ai pas de, enfin, il n'y a pas Hmm. d'études vraiment ciblées. Enfin, je reste quand même médecin et j'ai quand même, enfin, je dois quand même émettre certaines réserves parce que je dois me baser quand même sur des études scientifiques, etc. Mais je dis notamment aux femmes, c'est votre corps, ce sont vos règles. Enfin, personne ne doit vous obliger à faire quoi que ce soit. Pendant la grossesse, en fait, il n'y a aucun examen qui est obligatoire. Hmm. Genre, aucun, aucun. La seule chose obligatoire qu'on peut vous demander, c'est de faire la déclaration de grossesse. Mais sinon, tout le reste, c'est recommandé, conseillé, enfin voilà. Et je leur conseille de vraiment s'informer au maximum parce que le savoir, c'est le pouvoir en fait. Plus tu sais de choses et, euh, et plus tu peux être maître de ton corps, maître de ce qu'on fait sur ton corps. Enfin, donc ouais, je les sensibilise surtout à s'informer et au fait que ben, rien n'est obligatoire et que c'est elles qui décident. C'est elles qui ont le pouvoir. C'est pas nous les médecins ou nous les soignants. Est-ce que dans tes amis que tu t'es fait à la fac de médecine, tu as des amis qui sont gynécologues ou obstétriciens et Ouais, avec qui tu peux discuter de ça, de leur poser non, les questions ou non, non? non, Je sais pas, hein, je veux dire non, peut-être. non, non, non. Euh, je crois que j'ai une vision de la médecine, de la société un peu particulière pour, euh, pour mes confrères et mes consoeurs. Du coup, voilà. Du coup, il y a pas J'expose cette conversation n'existe pas. pas pour l'instant. Hmm. Mais pas par peur de perdre mes amis, enfin, c'est pas du tout ça, hein. Mais il y aurait, enfin, ça pourrait être trop violent en fait. Enfin, pour arriver à ce que j'arrive à poser aujourd'hui et à réfléchir comme je réfléchis aujourd'hui, il m'a fallu un énorme travail de déconstruction quand même, de tout ce que j'ai pu apprendre. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Euh, du coup, enfin, ça peut être un peu radical. Mais je m'entoure quand même de médecins qui sont dans cette optique. Il existe même des associations. Donc non, je suis quand même pas seule. Non, j'espère. J'espère que tu n'es pas Non, la non, seule non. médecin en France que je peux interviewer et Non, non. qui peut déconstruire tout ça sur l'hypermédicalisation et le racisme sur les femmes enceintes, quand Non, même. non. Non, non, Heureusement. il y en a plein encore. Il y en a plein. Mais avec mes amis, c'est plus compliqué. Avec mes amis médecins. Alors, je te parlais des stats qu'il y avait aux États-Unis. Oui, C'est plein de choses aux États-Unis ces dernières ouais, semaines et ça en fait partie puisque on sait très bien que la communauté noire, elle, est plus visée par plein de choses et c'est pas que ouais, la discrimination pendant la maternité. ouais, Avec la mort de George Floyd qui a eu un ouais, impact aujourd'hui en France. Tu étais aux ouais, manifestations contre le racisme ouais, le 2 juin dernier. ouais, contre les violences policières, ouais. Exactement. Et pour Adama Traoré et George Floyd, est-ce que tu C'est ça. as la sensation qu'il se passe quelque chose ou comment est-ce que tu le vis? Il se passe quelque chose. Clairement, il se passe quelque chose. Après, enfin, qu'est-ce qui va se passer après, ça, je sais pas. Je sais pas. Mais oui, il se passe quelque chose, enfin, dans les médias, même au sein de la communauté, enfin, dans les esprits des gens, des personnes noires. Aussi, je pense dans l'esprit des personnes non noires, mais qu'est-ce que ça va donner après? Ça, j'ai un peu de réserve. Je sais pas. T'es pas optimiste?
Pour l'instant, j'arrive pas. Enfin, ça a été très impactant, ça a été très, très dur. C'est pas une période, c'est une période assez difficile. Le confinement, le déconfinement, la mise en lumière des violences policières, enfin, qui datent pas d'aujourd'hui, en fait. Enfin, et malheureusement, enfin, ça a été mis en lumière parce qu'il s'est passé quelque chose aux États-Unis, alors qu'il se passe tellement de choses en France. Et enfin, il a fallu cet événement malheureux aux États-Unis pour qu'on se dise qu'il se passe des choses en France. Mais même quand on se dit qu'il se passe des choses en France, enfin, voilà, le gouvernement, ben, a pas l'air, enfin, n'écoute pas. Donc, je sais pas. Tu trouves que c'est une période difficile à vivre Ouais, parce que ça remue beaucoup de choses? ouais, ça remue plein, plein de choses. Ce que tu étais en train d'expliquer, que pendant tes études, t'as fermé les yeux finalement, ou Oui. t'as tenté d'oublier Mm. le racisme que t'as pu vivre, parce que comme tu dis, souvent il est interne, comment dire, intériorisé. Oui, il est intériorisé, ouais. Est-ce que ces événements-là, ils font ressurgir aussi toutes les blessures que ça a pu engendrer pendant toute une vie? Je sais pas si ça fait ressurgir aujourd'hui parce que, enfin, je m'en suis déjà rendu compte avant, hein. Mais en tout cas, ça concrétise que ta vie, enfin voilà, ta vie, elle est pas normale et que tu en train de et que là, aujourd'hui, on est en train de se battre pour avoir une vie normale Hmm. et c'est un peu dur. Et tu penses aussi que ce que tu peux ressentir, c'est décuplé par le fait que tu es maman d'un enfant métis Ouais, ouais. qui potentiellement Oui, pourra vivre ces problématiques-là? complètement. Parce que ça sera un homme, parce que ça sera même s'il est métis, il sera très vite perçu comme un homme noir et que, pour avoir des frères, enfin, je vois bien ce que c'est, hein. Je vois bien ce que c'est. Donc, je garde quand même l'espoir de me dire que je vais lui mettre, toutes les armes, enfin le maximum, d'armes en main, enfin d'armes, de façon imagée, hein, mais toutes les protections possibles, enfin pour faire face à tout ce qu'il va vivre parce on va pas se blaguer, on va pas se leurrer, enfin, il va subir du racisme, hein, l'antiracisme, enfin, le racisme, c'est systémique. C'est partout, c'est dans tous les domaines de la vie. C'est pas parce qu'aujourd'hui on fait des manifestations que demain, mon fils, subira pas de discrimination à l'embauche. Heu, Mon fils, ben, porte le nom de mon conjoint, donc aura peut-être de la chance quand il cherchera un logement. Ben, on il aura malheureusement, enfin, en tout cas contrairement à moi, il aura cette chance qu'il puisse dire son nom et son prénom quand il appelle pour choisir un logement. Moi, je sais qu'aujourd'hui quand on cherche un logement, même si c'est moi qui appelle, quand on me demande de donner des coordonnées, je dis: «Bah, je vais vous donner les coordonnées de mon conjoint». Parce que Fatimata Diagana quand même, je sais qu'en fait, on me rappellera pas. Et ça, tu l'as compris quand? Ça fait Jeune? quelques années, ouais, ça fait quelques années, enfin, jeune, ça fait plus d'une dizaine d'années que j'ai compris D'accord. que qu'il fallait pas que je donne mon nom. Mais même aujourd'hui, là, j'ai 34 ans, je suis médecin, je veux louer une maison pour les vacances, je vais pas donner mon nom. Je vais mettre le nom et le prénom de mon conjoint. Hmm. Voilà. Et mon frère, c'est pareil. Enfin, mon frère, il va donner les coordonnées de ma belle-sœur. Et c'est des conversations que tu as commencé à avoir avec ton conjoint qui est blanc, donc Mmh, qui n'a jamais vécu le racisme non. systémique, mais qui va le vivre, enfin, qui le vit à travers toi, ou en tout cas avec votre fils, Mmh. alors que ton Le fils n'a que 17 mois. Ouais. Non, il le vit déjà à travers moi et oui, il va le vivre aussi à travers mon fils. Mais je sais pas s'il est encore prêt pour le vivre à travers mon fils. Ça, il faut qu'on continue à en parler. Et c'est des conversations qui font mal au cœur, j'imagine. Ah ben, on se fend pas la poire, non. Non, c'est fini, ouais, oui, ça peut finir en pleurs, enfin,
c'est dur. C'est très dur. Et c'est quoi aujourd'hui ta réaction quand quelqu'un de blanc ne veut pas admettre que tu puisses vivre du racisme et tu vois, je sais que c'est une réaction assez commune aujourd'hui, malheureusement, Ouais. de dire oh mais ça va ou de minimiser le ressenti. Ben là j'ai plus d'énergie, donc j'ai plus d'énergie pour faire de l'éducation, donc je lui dis juste ok et puis on passe à autre chose. Enfin, à un moment donné, enfin les personnes qui vivent, enfin, j'arrive pas à comprendre quand une personne dit qu'elle a mal, mais qu'elle soit noire, qu'elle soit blanche, enfin, une personne te dit qu'elle a mal ou qu'il y a quelque chose qui lui fait mal, comment une personne qui ne le vit pas peut réussir à nier? C'est quand même, enfin, enfin, je sais pas, enfin, comment psychologiquement on arrive à manquer autant d'empathie. Parce que déjà la personne, en fait, elle est déjà en train de vivre des choses qui ne vont pas. À quel moment on arrive à se dire: «Non, c'est pas grave». J'avoue que ça m'échappe. En plus, je trouve encore plus dans ta position de médecin qui est là Ouais, pour soigner les gens c'est et ça. aider les gens Bah oui, à ce qu'ils comment, se sentent mieux. mais c'est ça. J'arrive, ouais, ça m'échappe ce manque d'empathie, ce manque de mise à la place de l'autre, enfin, c'est, heu, c'est hallucinant. Et tu penses que c'est ça qui est aussi le plus fatigant, le plus éreintant de devoir toujours justifier? Ouais. Ah oui, parce que, bah, tu te victimises, «Mais non, mais c'est pas grave. Mais tu es sûr que c'est parce que tu es noir que tu as vécu ça et pas par rapport à autre chose?» Enfin non, il y a pas d'autre explication quand même. Quand, dans la rue, je passe dans la rue et que, une voiture s'arrête et me traite de sale noire, je crois pas que ça soit, heu, parce que je marche dans la rue, enfin, non. Donc, Il y a pas trop d'ambiguïté là. bah non, je crois, hein, ou quand on me crache, enfin, on m'a déjà craché au visage dans la rue. Heu et oui, je vois pas pour quelle raison autre on pourrait me cracher au visage que parce que je suis noire. Sachant que j'ai pas agressé la personne avant, hein. Enfin voilà, qu'il y a eu aucun contact, enfin, si on vient me voir, on me crache dessus, enfin et oui, donc ce manque d'empathie, enfin, j'ai du mal à comprendre, d'où ça vient. Et est-ce que ça t'a donné envie, quand tu t'es plongée sur la question de la maternité, de la grossesse, d'aller chercher, enfin, de faire bouger les choses, toi, en tant que médecin, de trouver des gens qui... Tu vois, il n'y a qu'une seule étude, elle date de 2010, sur les discriminations que vous pouvez vivre. Est-ce que ça, tu te sentirais de le faire ou c'est pareil, c'est à l'institution? Heu, je je pense que c'est un peu un syndrome de l'imposteur, mais enfin voilà, je me sens pas légitime pour le faire. Je me sens pas légitime pour le faire, mais voilà, c'est un rapport avec moi-même, de, pas me sentir légitime, pour plein de choses. Mais tu vois, enfin, même ça, enfin, ce syndrome de l'imposteur, ça fait partie aussi du racisme, en fait. D'une des conséquences du racisme, ou même, quand, ben, tu as travaillé, tu as fait les études pour, tu te sens quand même pas à ta place. Tu te sens pas compétente pour plein de choses, alors que, ben, que j'ai pas volé mon diplôme, que j'ai pas volé mes études, enfin, que j'ai tout fait pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Mais que quand même, je me sens quand même pas légitime pour certaines choses.
Bon, après, je te dis aussi quelque chose où t'es à 17 mois postpartum, t'as aussi d'autres choses à gérer, à jouer, et c'est Oui, normal dans la sûrement, constitution humaine. Il y a- il- très sûrement. on a d'autres combats à ce moment-là à mener. Déjà, apprendre juste à connaître notre enfant, c'est déjà bien. C'est ça, c'est sûr, c'est sûr. Ton fils Issa, tu ne lui parles que en soniké, donc C'est c'est ça, la langue d'origine de tes parents de c'est ça, Mauritanie, c'est ça? c'est ça. Et est-ce que ton conjoint, il se sent exclu ou il apprend? Maintenant, il apprend. C'est rigolo, parce que du coup, il dit des mots lui aussi en soninké avec ça. Et ça nous fait bien rire. Et tu vois à quel point il comprend, Issa? Ouais, ah ouais, c'est chouette, c'est chouette. Enfin, vraiment, quand je lui parle en soninké, je vois vraiment qu'il comprend tous les mots, toutes les phrases que je peux lui dire. En fait, je sais pas lui parler français. Aïssa, ça me fait bizarre quand je lui parle en français. Par exemple, les livres, quand je lui raconte des livres, du coup, je traduis. Là, j'essaye de moins traduire et de rester que en français quand je lis, mais très souvent, en fait, je lui traduis l'histoire en soninké. Ah, t'arrives à le faire en Ouais. Non, direct? mais j'arrive, mais parce que pour moi, c'est trop bizarre de lui parler français et du coup, je crois, je sais pas, dans ma tête, j'ai l'impression qu'il comprend pas ce que je lui dis, du coup, je lui traduis en soninké. Et donc, du coup, je lui dis, bah, tu vois, là, il y a le chat et tout ça, alors que je viens de lui dire en français, que je sais très bien qu'il a compris. Mais je lui redis en soninké ce qui se passe. Pourquoi est-ce que tu as voulu lui transmettre cette langue? Parce que c'était important pour moi de pouvoir... Enfin, la transmission, c'est très important pour moi. Et j'avais besoin qu'ils se sentent vraiment proches de ma famille mauritanienne. Et notamment par la langue, parce que enfin moi j'ai eu la chance que mes parents m'apprennent le soninké et du coup durant mes voyages en Mauritanie, ben j'avais pas de problème pour communiquer avec ma famille qui parlait, il y avait une partie qui parlait français, mais l'autre partie qui parlait pas français, ben je pouvais au moins communiquer avec eux en soninké. Et c'est tellement une richesse en fait d'avoir une autre langue que pour Issa, ouais, je m'étais dit que j'allais le faire. Et pourtant, enfin, je parle pas soninké tous les jours. Enfin, avec mes parents, on parle français. Avec ma mère, on parle français. Mais pendant la grossesse, je me suis dit ouais que je voulais lui transmettre. Et en fait, dès la grossesse, quand je lui parlais dans mon ventre, je lui parlais en soninké. Parce que je me suis dit si j'attends qu'il naisse pour lui parler soninké, le temps que vraiment le mécanisme se mette en place, il y a des chances que ben, je finisse par lui parler que français. Et du coup, dès la grossesse, je lui parlais en soninké. Et, et c'est chouette de voir le cerveau des enfants, Ah, c'est clair. c'est une machine, quoi. C'est dingue. Nous, on galère pour apprendre 3 mots Mais dans c'est une nouvelle ça. langue. Et là, enfin, je suis tellement émerveillée de voir tout ce qu'il peut emmagasiner, tout ce qu'il peut comprendre. Enfin, à l'aube de ses 17 mois, enfin, je suis époustouflée. En plus, c'est génial parce que tu formates déjà son cerveau pour apprendre une autre langue après, en C'est ça, plus. c'est ça. Et là, vraiment, il passe d'une langue à l'autre, enfin, sans problème. Et là, il commence à parler. Et du coup, il y a plein de mots qu'il dit en soninké, il y a d'autres mots qu'il dit en français. Enfin, c'est chouette. Et j'ai rajouté à ça quelques signes, parce que j'ai appris quelques signes grâce à Marie, Little Bun Bao, là. Et du coup, donc, il y a des signes, du soninké, du français. Enfin, et il arrive à se retrouver dans tout ce mélange. Enfin, c'est génial. Ah, c'est énorme. Ouais, ouais, c'est génial. Ça doit être drôle de le voir, Ah oui. évoluer comme ça. Et là, il est en train de te signer O, et en fait, par exemple, le mot O, il le dit en soninké, donc il te signe O et il te fait J en même temps. Enfin, je trouve ça, c'est époustouflant. Enfin, ils ont un cerveau, il est épatant. C'est épatant. Est-ce que ça te donne envie, toi, en tant que médecin, de te former à d'autres choses maintenant que tu es devenue mère? Tu sais, je pensais au DU qu'elle a fait Catherine Guéguin Bah sur oui, les neurosciences. bah oui. Mais malheureusement, il est réservé qu'aux pédiatres déjà. Ben alors, je te le dis juste parce que je sais qu'il y a une médecin traitante qui m'a écrit qu'il lui avait envoyé, qui avait demandé si elle Oui. pouvait et qu'il l'avait accepté dans la formation. Ah, ben Donc, alors, écoute, je si vais. tu lui Bah ouais. envoies, peut-être.
Ah oui, puisque tu es oui. au contact d'enfants tout le temps. Bah oui. Ah oui, oui, ben je vais me mettre en contact avec elle. Ah oui, oui, enfin je vais continuer les formations, enfin j'ai pas du tout fini, je vais continuer les formations pour parce que enfin, en fait la prévention, enfin c'est un retour sur investissement mais enfin dont on n'a pas idée, dont on se rend pas compte, enfin tout ce qu'on peut, économiser si, on mettait le paquet sur la petite enfance, sur la prévention, enfin voilà et ben, notamment, pour la PMI, donc comme je disais tout à l'heure, ce sont des services départementaux, donc qui sont gérés par les départements. Donc c'est beaucoup de volonté politique. Donc enfin, il y a beaucoup de mamans, enfin qui, se plaignent, de la qualité des services qui sont proposés, par les PMI des différents départements. Mais en fait, ça passe aussi par le vote. Ça passe aussi par le vote et ça passe par le vote, enfin, aux élections départementales, pour des personnes qui ont envie de mettre le paquet sur les départements, qui ont envie de mettre le paquet, pardon, sur la petite enfance. Donc, si les gens veulent que la PMI, enfin, puisse assurer ses missions de prévention, et vraiment, il y a plein d'études anglo-saxonnes qui montrent, enfin, le retour sur investissement quand on mise sur un accompagnement médical, sanitaire, social, éducatif, sur plein de visites prénatales, on voit qu'il y a un retour sur investissement non négligeable. Donc vraiment, enfin, si on veut redonner enfin, à la PMI la possibilité de faire, enfin, elle sait le faire en plus, hein, mais là, avec le manque de moyens criant, bah, elle peut plus le faire, ça passe par le vote. Donc j'invite toutes les personnes qui écoutent le podcast et qui peuvent voter à aller voter aux élections départementales, à se renseigner sur ce qui est proposé dans les programmes, notamment pour la petite enfance, à faire en sorte que les budgets, parce que du coup, vu que la PMI est financée par le département, que les budgets qui sont votés au sein de chaque département soient pas revus à la baisse pour la PMI. Enfin, parce que c'est un service, enfin, qui sans prévention, sans enfin, si on met pas le paquet sur la petite enfance, enfin, c'est la société qui va payer tout le reste pour, les futurs adultes, que nous sommes nous et qui seront que seront les enfants demain. La prévention, c'est enfin, c'est indispensable. Bah, ma dernière question, c'est est-ce que tu penses que tu vas faire toute ta carrière en PMI, que c'est quelque chose qui vraiment est dans ton ADN de pouvoir donner accès aux soins de cette manière-là? J'aimerais bien, mais j'aimerais bien, hein, pouvoir, ouais, faire toute ma carrière en faisant de la médecine générale et de la PMI. Mais franchement, vu les moyens criants, je sais pas. C'est triste de se dire que c'est un manque de moyens qui fait que ta passion Oui. et le Non, travail que tu mais fais au quotidien peut être remis en question. ouais, mais enfin, vraiment, les budgets, ils sont essorés. Essorés, essorés, essorés. On va pas commencer à rentrer dans des chiffres, hein, mais les dépenses, enfin, les budgets qui sont alloués au PMI, ils font que diminuer. Et on demande de plus en plus de missions administratives au PMI. Donc du coup, tout ce qui est vraiment axé sur la prévention, vraiment ce qui est sur toutes les actions d'accompagnement des femmes, des enfants, des parents en général. Du coup, en fait, on n'a plus les moyens pour ça. Donc pour l'instant, je suis là. On verra. Mais il y a un rapport, enfin, si les auditeurs sont intéressés, il y a un rapport qui est sorti l'année dernière
qui était sous la direction de Michel Perron, c'est une députée. Le rapport, il s'appelle « Pour sauver la PMI, agissons maintenant ». Il y a une petite synthèse qui est assez accessible et qui explique clairement et qui propose des solutions. Moi, je vous invite à aller voir. Je la mettrai dans les notes, ce que tu viens de dire. Merci beaucoup Fatimata. T'en prie, merci à toi. Je suis très touchée que tu aies bien voulu répondre et que tu étais aussi honnête avec moi. Oui, merci de ta prise de conscience. Tu devrais pas me remercier, mais... T'as pris conscience. C'est vrai que je devrais pas te remercier, mais tu as pris conscience complètement. Et c'est vrai que quand c'est pas fait pour nous, quand c'est pas fait avec nous en fait, c'est presque contre nous. Donc là maintenant, je te sens avec nous. Donc c'est moi qui te remercie et pas l'inverse. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt. C'était la docteure Fatimata Diagana, je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux @lamatrescence et sinon, mettez 5 étoiles, ça aide vraiment. Merci. Petit rappel, mon nouveau site web est en ligne, n'hésitez pas à y faire un tour. Le lien est dans les notes. À la semaine prochaine, prenez soin de vous.